Bon, alors on va repartir. Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons reprendre dans ce premier temps fort d'événements de clôture de la chaire d'excellence Normandie qui vise vraiment à donner à voir aujourd'hui que le fait que cette recherche est une recherche d'excellence sur des sujets innovants et novateurs, sujets innovants et novateurs que nous avons portés collectivement au plus haut niveau. Nous allons à présent parler de la dynamique de transformation substantielle du vivant et ouvrir la question et la ligne, donc vous pouvez le voir à l'écran, bioéthique et biodroit, qui est la ligne numéro 7. Il faut savoir que le point de départ de cette ligne bioéthique, bien évidemment dans la continuité de mes travaux de thèse sur le droit des générations futures, qui vise à la fois la protection de l'intégrité de l'écosystème Terre et d'autre part la protection de l'intégrité de l'espèce humaine, je m'étais déjà posé la question du clonage humain, des modifications génétiques de l'espèce humaine. Et à l'occasion du forum de haut niveau sur les objectifs du développement durable qui s'est tenu à l'ONU en 2016, quelle n'a pas été ma surprise de voir que dans cette fameuse grande salle des Nations Unies, à savoir l'Assemblée générale, qui avait été louée un dimanche, sur scène était Ray Kurzweil, c'est-à-dire le cofondateur de l'Université de la Singularité, et un défilé de personnes technophiles qui se targuaient d'être les nouveaux entrepreneurs de demain et qu'un alignement d'étoiles se faisait pour qu'ils se fassent beaucoup d'argent, précisément parce qu'ils avaient la possibilité en conscience de modifier et d'augmenter l'espèce humaine. Et donc, bien souvent, les collègues de droit de l'environnement travaillent en silo aussi et n'intègrent pas cette question de bioéthique qui fait partie intégrante de notre message de paix avec la Terre. Cet après-midi, on va voir justement ce besoin de transformation substantielle de protection du vivant et aussi, après, Aloïs Ken prendra la parole sur le processus de reconnaissance des droits des animaux. Lorsque la chaire d'excellence Normandie pour la paix a été ouverte, j'ai donc pris soin de créer cette ligne bioéthique biodroit que j'ai confiée également en codirection à Amandine Caillol, maître de conférence en droit privé à l'Université de Caen Normandie, à qui je vais céder la parole et à qui je vais donner l'honneur de beaucoup animer cette session, mais également à Bénédicte Bévière-Boyer, maître de conférence à Paris 8, et qui se sont toutes deux beaucoup investies. Cette ligne de recherche bioéthique a donné lieu à pas moins de 5 ouvrages. On va tous les présenter aujourd'hui. Certains sont déjà imprimés, d'autres sont des rapports publiés, mis en lumière notamment sur la chaîne parlementaire et sur France Culture. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter cette question et cette ligne bioéthique du vivant. Et sans plus tarder, je donne la parole à Amandine Caillol, avec qui nous avons co-rédigé un cycle de conférences qu'elle va prendre soin de vous présenter, intitulé « Regards croisés sur les transhumanismes ». Amandine, c'est à toi. Bienvenue. Merci, Émilie. Donc effectivement, comme vous l'a indiqué Émilie, elle a eu l'intuition qu'il était important pour les juristes de s'intéresser à la question du transhumanisme. Alors question qui pouvait paraître encore, il y a assez peu de temps, relever plutôt de la science-fiction, voilà, un sujet qui ne paraissait pas vraiment très sérieux pour des universitaires. Alors sujet qui était quand même déjà étudié par certaines autres spécialités des sciences humaines et sociales, notamment en philosophie ou sociologie. Il y a déjà des travaux, des thèses qui étaient consacrées, mais il est vrai qu'en droit, la question semblait vraiment novatrice, voire même un peu excentrique. Voilà. Nous avons décidé de nous intéresser à ce sujet et effectivement, la première étape a été d'organiser ensemble 2 cycles de conférences pluridisciplinaires et internationales au sein de l'AMRSH de Caen, donc dès l'année universitaire 2018-2019, puis ensuite au cours de l'année 2019-2020. Donc à chaque fois, nous avons organisé 5 conférences dans ce cadre, donc tournant autour du transhumanisme, afin de chercher à mieux comprendre quelles sont les idées transhumanistes et
en se demandant également donc quelle est la perception des différentes disciplines justement de sciences humaines et sociales, donc éventuellement les juristes, mais aussi les sociologues, les anthropologues, les philosophes, voire même également des représentants de différents courants religieux. Que pensent les religions du transhumanisme? Et puis également des fondateurs de think tanks sur ces sujets. Donc la première année, nous avons d'abord voulu donner la parole aux militants transhumanistes eux-mêmes, puisqu'il nous a semblé important de leur donner directement la possibilité de s'exprimer, afin de ne pas courir le risque de transformer, de biaiser leurs propos et leurs pensées. Et donc nous avons bien entendu immédiatement contacté l'Association française transhumaniste, Technoprog, et Didier Kernel, qui en est le vice-président, nous a fait l'honneur de commencer ce premier cycle de conférences en 2018, où il nous a présenté les différents visages du transhumanisme et insisté bien sûr sur le longévitisme, donc la lutte contre le vieillissement afin d'atteindre cette quête de l'immortalité qui est chère aux transhumanistes, et particulièrement à Didier Kernel. Donc nous avons pu échanger avec le public qui était présent directement donc avec ce militant. Nous avons ensuite continué cette première année avec donc différentes approches. D'abord sociologiques avec Marwan Jawa, qui est doctorant à l'université de Caen, donc en sociologie sur ces questions de transhumanisme. Puis Nathalie Nevéjean, qui est une collègue, maître de conférence HDR en droit privé à l'université d'Artois et qui dirige une chaire sur l'intelligence artificielle et qui a précédemment rédigé un très bel ouvrage sur la roboéthique. Et donc c'est à ce titre qu'elle était intervenue sur justement IA et droit au pluriel dans le cadre donc de ce cycle de conférences. Puis Daniela Serki, anthropologue à l'Université de Lausanne, était intervenue sur la médecine améliorative. Donc c'est un sujet qui a animé ses travaux depuis sa thèse, donc sachant qu'elle a pu aller au sein de laboratoires où des expériences se rattachant plus ou moins au transhumanisme, on va dire, ont été menées, avec donc toute une réflexion sur cette différence entre le thérapeutique et l'amélioratif, et le glissement qui insidieusement s'opère entre les deux. Et sa conclusion, c'était, eh bien, en fait, sans le savoir, nous sommes tous transhumanistes en réalité. Et enfin, cette première année a été clôturée par Marie-Angèle Hermite, donc qui n'est plus à présenter, directrice de recherche honoraire au CNRS et directrice d'études à l'EHESS, qui a donc fait des travaux précurseurs sur ces sujets du transhumanisme et qui, pour la première fois, donc, avait lancé de premières pistes de réflexion sur justement les grandes notions du droit à l'épreuve du transhumanisme. Donc ça, c'était la première année de cycle de conférences qui ont été vraiment passionnantes et qui ont eu un beau succès également dans le public. Et donc, nous avons décidé de réitérer l'expérience l'année suivante avec Émilie, en ouvrant toujours donc à des personnalités sur ces sujets. Alors, toutes ces conférences sont sur le site de la Forge numérique. Elles sont disponibles en audio et en vidéo. Et peut-être qu'on peut montrer l'ouvrage. Oui, Regard croisé. tout de suite, si tu veux, ou après, puisque de toute façon, il y a aussi comme tu veux. Donc, je continue sur la deuxième année. Donc, effectivement, tout est en ligne. Donc, seconde année, on a commencé par la philosophie, puisqu'elle n'avait pas été présente la première année, avec Jean-Michel Beignet d'abord et Dominique Bourg ensuite, qui sont intervenus sur ce thème. Donc, Dominique Bourg davantage sur l'aspect environnemental. Puis, donc, comme je le disais, on s'est interrogé sur le lien avec les religions. Et donc, on avait réussi à faire intervenir le père Brice de Malherbe, qui est docteur en théologie et qui a également des travaux assez conséquents sur le transhumanisme. Et puis ensuite, deux fondateurs ou cofondateurs de think tanks sur ces sujets. D'abord, Hugo Ruggieri, cofondateur du think tank H+, Humanity+, et puis David Gruson, qui était le fondateur de l'initiative académique et citoyenne Éthique IA, donc il nous a parlé notamment de la garantie humaine. Et donc effectivement, comme l'indiquait Émilie, ces différentes conférences ont donné lieu à un ouvrage pour en garder la trace. Donc c'est le premier ouvrage qui est paru dans la collection de la chaire Normandie pour la paix pour la ligne bioéthique, donc regard croisé sur les transhumanismes, puisque effectivement Didier Kernel avait bien insisté sur la pluralité des courants de pensée au sein donc plutôt des transhumanismes. Regard croisé, puisque bien entendu, on croisait donc les regards de différentes disciplines. Si on peut mettre à l'écran
la première de couverture qui est sur mon écran. Donc, ouvrage qui est paru chez Peter Lang en 2022, tout début 2022. Voilà. Ensuite, nous avons décidé d'approfondir nos recherches et nous avons donc déposé ensemble, avec Émilie Gaillard, un projet de recherche spontané auprès du GIP Mission de recherche droit et justice sur le thème transhumanisme au pluriel et droit au pluriel, projet de recherche qui a obtenu un financement entre mars 2019 et août 2021, donc sur 30 mois. Donc on avait 24 mois à l'origine, une petite prolongation due à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, qui a effectivement un petit peu complexifié les travaux. Donc, dans ce cadre, nous avions donc une équipe, là encore, pluridisciplinaire. Alors, bien sûr, de nombreux collègues juristes de différentes disciplines juridiques. Donc, je vais les citer par ordre alphabétique. Christophe Allôme, qui est professeur en droit privé à Caen, qui était surtout dans ce projet pour ses compétences en propriété intellectuelle. Jean-René Binet, qui, lui, était présent donc, pour les aspects de bioéthique. Aurore Catherine, spécialiste en droit de la santé. Mathias Couturier, donc pour les aspects de droit pénal et aussi de santé mentale, Marie-Angèle Hermite de nouveau, Nathalie Nevéjean de nouveau, Marie Rota pour les aspects de droit comparé, notamment relatifs à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'était pour les juristes, plus donc Émilie et moi-même. Et puis, nous avions de nouveau des sociologues, donc nous retrouvons Marwan Jawad et Michel Dobré, et également Frédéric Lemarchand, qui sont tous les deux donc professeurs en sociologie à Caen. Et puis pour la philosophie, nous avions Catherine Larère à nos côtés et Gabriel Dort, qui était à l'époque un tout jeune docteur en philosophie des techniques, et qui a joué un rôle essentiel au cours de ce projet. On tient encore de nouveau à souligner son rôle et à le remercier, puisque Gabriel, dans sa thèse, avait mené une étude de terrain auprès des militants transhumanistes en France et en Europe, et c'est grâce à lui que nous avons pu ensuite, au cours de ce projet de recherche, effectivement, aller à la rencontre de ces militants transhumanistes sur le territoire donc, européen. Peut-être préciser que cette mission de recherche droit et justice est rattachée au ministère de la Justice en France et qu'à la suite, c'est l'Institut des... Donc maintenant, c'est l'IERDJ, voilà. Effectivement, qui a pris la suite de ce GIP, mission de recherche droit et justice. Donc là, pendant un peu plus de 2 ans, nous avons mené donc une recherche qui visait à... étudier les bouleversements sur les fondements anthropologiques qui sont à la base de nos grandes notions juridiques, bouleversements liés aux idées transhumanistes et aux réalisations transhumanistes. Et donc, la première année, nous nous sommes interrogés de nouveau, donc plus en détail, sur les idées transhumanistes. Et donc, de nouveau, même démarche, nous voulions d'abord aller au contact direct de ces militants transhumanistes. Donc, nous avons de nouveau rencontré des membres de l'association française transhumaniste Technoprog, donc Didier Kernel, mais aussi Marc Roux, qui est le président, et puis d'autres militants de cette association. Et nous sommes également allés au Royaume-Uni et en Espagne afin de comparer justement, effectivement, les positions de ces militants qui ne sont pas exactement identiques selon les pays, puisque cela donc a conforté notre idée de départ qui était donc qu'il y a effectivement plusieurs visages des transhumanismes au sein même des militants, avec effectivement un courant beaucoup plus libéral, donc notamment aux États-Unis, mais que l'on retrouve aussi en Espagne, avec des positions quand même assez un peu extrêmes, on pourrait dire, et puis un courant beaucoup plus modéré, plus social, plus de gauche, on pourrait dire, notamment justement avec l'association française transhumaniste Technoprog, qui s'intéresse beaucoup plus à des questions d'égalité et d'accès pour toute la société, effectivement, à ces évolutions, ces progrès pour eux transhumanistes. Nous avons donc vraiment réfléchi sur les différentes formes donc, du transhumanisme en distinguant également le transhumanisme biologique d'une part, avec notamment tout ce qui est modification génomique, génétique, et puis de l'autre côté, le transhumanisme plutôt technologique, avec cette fusion homme-machine, cette convergence homme-machine, les machines qui s'humanisent et puis les humains qui, eux, se robotisent, avec donc bien entendu toutes les implications que
cela a sur ce qu'est un être humain et ensuite sur les règles juridiques qui en découlent. Donc ça, c'était notre première étape. Toujours concernant les idées transhumanistes, nous avons voulu, donc dans la continuité de nos cycles de conférences, continuer à interroger des spécialistes effectivement du sujet. Et donc nous avons un peu étendu à d'autres philosophes, d'autres religions aussi, puisque nous n'avions entendu jusqu'à présent que la religion catholique. Donc nous avons étendu au protestantisme, au judaïsme également, d'autres experts dans ces domaines qui ont pu donc alimenter nos réflexions avec donc des entretiens qui ont été menés. Donc voilà pour les idées. Et ensuite, nous nous sommes intéressés aux réalisations, puisque notre idée, dès le départ, était que justement, ces idées transhumanistes ne relèvent pas que de la science-fiction, j'insiste, et qu'il existe d'ores et déjà, dans nos sociétés, y compris en France, des réalisations qui peuvent être rattachées au transhumanisme. Et donc, nous avons réaliser des enquêtes assez nombreuses auprès notamment de professionnels de santé, donc de médecins de différentes spécialités, afin de discuter avec eux de l'évolution de leurs pratiques et justement voir s'il n'y avait pas un glissement imperceptible, des petits pas qui nous amènent vers une médecine améliorative qui n'a plus seulement pour but de soigner des personnes malades afin de les ramener à la normale, mais de soigner des patients qui sont dans un état déjà normal pour améliorer encore leur santé, améliorer leurs capacités physiques, cognitives, psychiques, émotionnelles, que sais-je encore. Et donc effectivement, nous avons constaté qu'il y avait bien un tel glissement visible également dans les textes de loi, notamment au fur et à mesure des réformes bioéthiques, où l'on a une prise en compte d'une volonté d'aller au-delà des limites biologiques. On le voit avec des exemples très simples, par exemple la procréation médicalement assistée, qui en 1994 est exclusivement thérapeutique, seulement des couples hétérosexuels en âge de procréer avec un critère d'infertilité. En 2021, c'est la PMA pour toutes qui répond bien entendu à une demande sociétale forte, mais qui en attendant va effectivement au-delà des limites biologiques, sachant que le critère d'infertilité a en conséquence été supprimé des textes. Donc, ça n'est pour l'instant pas le cas, mais théoriquement, un couple hétérosexuel sans problème de fertilité pourrait tout à fait, par convenance personnelle, décider de recourir à la PMA, par exemple, pour bénéficier de diagnostics préimplantatoires, etc. Autre exemple, dans cette volonté de dépasser les limites biologiques, l'autoconservation des gamètes, qui initialement n'était autorisée que dans des cas thérapeutiques. Donc par exemple, une personne atteinte d'un cancer qui allait subir des traitements qui pouvaient avoir des conséquences sur sa fertilité pouvait préserver ses gamètes en vue de les utiliser après, et donc de ne pas perdre sa fertilité du fait des traitements qui lui étaient donnés. Désormais, cette autoconservation des gamètes est permise sans raison thérapeutique, donc bien sûr avec des conditions d'âge, mais je peux, parce que je décide de faire passer ma carrière dans un premier temps avant ma vie familiale, ou parce que je n'ai tout simplement pas trouvé encore la bonne personne pour procréer, décider d'auto-conserver mes gamètes afin de pouvoir ensuite, à un âge plus âgé, plus avancé, eh bien, avoir des gamètes qui sont encore, bien sûr, plus efficaces, on va dire, qu'avec le vieillissement. Donc là, c'est bien effectivement une volonté d'aller au-delà des limites biologiques, une volonté de dépasser les limites temporelles qui, effectivement, bien, nous contraignent, nous limitent. C'est ça, c'est notre corps est une limite. Et donc, on va essayer d'aller au-delà de ces limites, ce qui est pleinement l'idée qui est partagée par les transhumanistes. Donc, ce projet de recherche a donné lieu à un rapport qui est en ligne, donc rapport transhumanisme et droit, qui est en ligne donc sur le site de l'IERDJ, effectivement désormais. Vous trouverez également, si cela vous intéresse, une synthèse, un petit entretien qu'on a également donné avec Émilie. Et à l'issue de ces travaux, nous avons ensuite organisé, donc toujours dans le projet JIP-IERDJ, des séminaires justement sur les grandes notions du droit à l'aune du transhumanisme. Et nous avions donc choisi 5 grandes notions: la personne, la responsabilité, la propriété, les droits fondamentaux et la souveraineté, avec donc un groupe de travail collectif à chaque fois.
Ces séminaires donc, ont donné lieu à des synthèses qui sont également présentes donc, dans ce rapport, mais nous n'avons pas pu aller jusqu'au bout, pleinement jusqu'au bout de nos travaux, et certains thèmes avaient donné lieu seulement à des débuts de réflexion, notamment la personne, et pas à une synthèse globale. Et donc nous avons souhaité aller encore au-delà et poursuivre ces travaux qui nous semblaient inachevés en préparant un ouvrage collectif avec les membres du projet GIP qui ont souhaité continuer dans cette aventure et en ajoutant des collègues pour renforcer sur certains points qui justement n'avaient pas pu être suffisamment approfondis. Nous ont alors rejoint Magali Bouteille-Brigand sur la notion de personne, Laura Pignatel sur les droits fondamentaux, donc notamment sur les neurodroits sur lesquels elle a réalisé sa thèse, Yoni Randriya-Nirina sur la propriété intellectuelle et Romain Zanoli sur les questions de monnaie. Nous avons donc ainsi réalisé donc, cet ouvrage, Les grandes notions du droit à l'aune du transhumanisme. Je crois qu'Émilie va mettre la couverture, voilà, qui va donc paraître là très prochainement aux éditions Marais-Martin, donc toujours dans la collection de la chaire Normandie pour la paix. Donc apparemment, normalement, il devrait être mis en vente le 21 septembre, donc c'est très bientôt. Un site marchand. C'est ça. Voilà. Donc, grande notion du droit à l'aune des transhumanismes. Donc, transhumanisme au pluriel, toujours. Hein. Donc, qui, effectivement, voilà, devait normalement sortir en avril et a été retardé à de multiples reprises. Mais ça y est, normalement, là, 21 septembre, cela nous a été confirmé par l'éditeur. Donc, ça devrait voilà, ne plus tarder. Donc toujours sur ce projet, nous avons ensuite été conviés par l'IERDJ avec Émilie à donner une conférence dans leurs locaux pour parler donc des résultats de ce projet. Donc c'était en décembre, le 2 décembre 2022. Donc dans le cadre des arrêts sur recherche. Donc c'était le deuxième arrêt sur recherche de l'IERDJ, qui nous a permis donc d'expliquer rapidement les objectifs, la méthode et surtout les résultats de ce travail de recherche et de pouvoir voilà, en discuter avec donc un contradicteur. Donc cela a été enregistré et donc est disponible là aussi sur le site de l'IERDJ. Et nous avons ensuite été contactés par différents médias afin de pouvoir diffuser les résultats de cette étude. Alors, tout particulièrement par France Culture, où nous sommes intervenus ensemble avec Émilie dans l'émission d'Antoine Garapon, donc Le droit bouleversé par le transhumanisme, qui a été diffusée donc, le 4 janvier 2023 sur France Culture, où nous avons donc été interrogés, là encore, sur les enjeux de ce sujet et les apports de notre recherche. Nous avons également été contactés par la chaîne parlementaire, effectivement, dans le cadre de l'émission Débat-Doc, où j'ai pu intervenir aux côtés donc de deux biologistes, Éric Guilzon et Jean-Marc Lemaître, qui font des recherches justement sur la lutte contre le vieillissement en France. Donc le principe de Débat-Doc, c'est donc un petit documentaire, donc là justement qui évoquait les possibilités pour repousser la mort, donc en évoquant bien sûr les possibilités les plus extrêmes, relevant quand même encore un peu de la science-fiction, donc tout ce qui est cryogénisation, donc même si effectivement ça se pratique à l'étranger, pour l'instant il n'y a quand même pas de solution scientifique pour réveiller ces corps cryogénisés, donc d'où le fait que ça relève, à mon sens, encore de la science-fiction, mais le documentaire continuait ensuite avec des travaux plus sérieux, si j'ose dire, plus actuels en tout cas, plus finalisés,
visant à lutter contre le vieillissement, donc contre la sénescence des cellules. Et donc ensuite, il y avait donc un débat entre donc le présentateur et puis donc les deux biologistes et moi-même donc pour rendre compte des travaux menés avec Émilie. Et nous avons également été interviewés par un certain nombre de revues, donc notamment la revue Expertise, qui est parue déjà au printemps 2023, et puis dernièrement la revue Chute, qui devrait paraître là en septembre 2023. Donc à chaque fois pour rendre compte toujours de ces enjeux, qu'est-ce que le transhumanisme, concrètement, quelles sont les réalisations, et juridiquement, qu'est-ce que ça change, comment accompagner, encadrer, prohiber, freiner ces évolutions. Voilà, qu'en est-il? Jusqu'où faut-il aller? Quelles sont les limites qu'il faut poser? Donc là, Émilie met en ligne voilà, l'interview de la revue Expertise, qui est donc sur le site de la chaire Normandie pour la paix. Donc voilà pour tous les travaux préparatoires, on va dire, à ce qui a ensuite été mené dans la ligne bioéthique et qui ont été donc concrétisés avec les ouvrages donc publiés dans le cadre de la chaire Normandie pour la paix. Et donc ensuite, nous avons souhaité donc continuer ces travaux avec Émilie en associant pour la direction de cette ligne effectivement notre collègue Bénédicte Bévière-Boyer, maître de conférence HDR à Paris 8 et spécialiste également des questions de santé, santé numérique, bioéthique, avec laquelle nous avions déjà eu l'occasion de travailler. Et nous avons dans ce cadre organisé 4 colloques interdisciplinaires et internationaux, dont 3 forment une trilogie cohérente: transhumanisme, transanimalisme, transterre. Ces colloques étant pour les 2 premiers réalisés sous le haut patronage de la Commission française de l'UNESCO, notamment donc par l'intermédiaire de Christian Bic, représentant de la France au comité intergouvernemental de bioéthique de l'UNESCO, qui avait participé au projet GIP Transhumanisme et droit à nos côtés et qui a également accompagné nos travaux et co-organisé également à nos côtés le 4e colloque, qui ne fait pas partie de la trilogie, colloque qui portait lui sur les enjeux environnementaux de l'IA au regard du droit des générations futures. Donc nous allons peut-être laisser la parole à Christian Bic. Je ne sais pas s'il est présent maintenant. Sinon, dites-moi. Non. Alors, je continue. Donc, je vais vous présenter du coup cette trilogie. Donc, l'idée, il y a une unité bien sûr dans cette trilogie. Vous le voyez bien, c'est le terme trans à chaque fois. Transhumanisme, transanimalisme, transterre. Donc, notre idée a été qu'il y avait effectivement un mouvement d'ensemble de transformation du vivant, comme s'intitule cette conférence, sous l'influence donc des évolutions technologiques, avec une volonté partagée d'aller donc au-delà des limites normales, aussi bien de l'humain avec le transhumanisme que de la nature animale avec le transanimalisme et même que la nature de l'environnement en entier, de la Terre elle-même, que l'on va chercher également pour laquelle on va chercher également à aller au-delà de ces limites normales. Donc d'abord, transhumanisme, c'est le plus connu, c'est ce qui s'inscrit le plus donc, dans nos travaux antérieurs. On a voulu axer sur cette question de la médecine améliorative qui nous avait vraiment beaucoup marqué lors de nos travaux, sur le fait justement que c'est quelque chose de concret, de sérieux, et que ce n'est pas juste des idées un petit peu fantaisistes relevant de la science-fiction. Donc nous avons décidé, sous le haut patronage de la Commission française de l'UNESCO, d'organiser un colloque, donc interdisciplinaire international,
internationale en mai 2021, qui a eu lieu donc sous forme de webinaire et qui a été co-organisé avec notre collègue Wei Wang, qui est professeur de droit à la faculté de droit de l'Université chinoise de sciences politiques et de droit, puisque notre objectif a été de comparer les pratiques en France et en Asie, donc plus particulièrement en Chine. Donc, grâce à l'intermédiaire de notre collègue Wei Wang, nous avons eu 13 juristes chinois et médecins chinois qui sont intervenus dans ce colloque. Donc, on avait à peu près une parité entre les Français et les Chinois. Donc, volonté d'un colloque bien sûr transdisciplinaire de nouveau, puisque ce ne sont pas des questions que les juristes peuvent traiter seuls. Donc, nous avions là encore des sociologues, des anthropologues, des philosophes et bien entendu des médecins qui intervenaient. L'objectif étant justement de croiser les regards entre chercheurs de différentes spécialités et praticiens, avec donc justement des médecins qui, comme dans le cadre de nos travaux antérieurs, ont parlé justement de l'évolution de leur pratique et de ce glissement réel, concret, de la médecine thérapeutique vers une médecine en partie améliorative. Donc, ce colloque a décliné donc 4 tables rondes. D'abord, une première table ronde pour faire un état des lieux qui s'intitulait « Regards croisés médecins et juristes ». Donc, justement, qu'est-ce que la médecine améliorative? Oui, ça existe. Comment les juristes s'en emparent? Puis une deuxième table ronde sur la vision sociétale de l'homme augmenté, donc justement comment la société accepte ou pas cet homme augmenté, donc avec les regards des sociologues, anthropologues, philosophes. Ensuite, la médecine améliorative est-elle autorisée, limitée ou prohibée? Donc là, le rôle du droit face à cette médecine améliorative. Et enfin, le défi de la préservation de l'humanité face au développement de la médecine améliorative, puisqu'il y a effectivement des enjeux forts. Qu'est-ce que l'être humain? Qu'est-ce que l'humanité? Jusqu'où peut-on aller dans la transformation de l'humain pour quand même préserver son intégrité? Donc cet ouvrage, ce colloque, a donné lieu justement là aussi bien sûr à un ouvrage qui rend compte donc de ces communications, ouvrage qui est sous presse, donc toujours dans la collection de la chaire Normandie pour la paix, aux éditions Marais Martin, et qui est prévu donc à la mise en vente tout début 2024, donc en janvier-février 2024. Donc là, tout est prêt, mais il faut attendre un peu pour le processus éditorial, bien entendu. Deuxième temps de la trilogie. Je continue, Émilie? Ok. Donc le deuxième temps, transanimalisme. L'animal augmenté entre utilité et protection. Donc là, c'est l'idée de décliner cette volonté d'améliorer... Ah, alors je m'arrête, nous avons Christian Bic qui est présent. Donc je laisse la parole à Christian Bic, donc représentant de la France au comité intergouvernemental de bioéthique de l'UNESCO, qui a donc participé, comme je le disais, au projet de recherche GIP, Mission de recherche droit et justice, transhumanisme et droit, qui a co-organisé à nos côtés donc, le colloque sur les enjeux environnementaux de l'IA et qui a donc accompagné tous nos travaux, puisque de nombreux colloques ont été donc réalisés, je l'ai dit, sous le haut patronage de la Commission française de l'UNESCO. Christian, vous avez la parole. Bienvenue Christian qui se connecte depuis Ottawa et qui est l'un des fervents soutiens de la chaire Normandie pour la paix, qui l'encourage depuis le début à devenir une chaire UNESCO. C'est à vous Christian, on vous voit. Il faut mettre votre micro. Votre micro est coupé, Christian. Bienvenue, bienvenue. Maintenant, tout est bon, on vous voit. Merci à vous. Je suis particulièrement heureux d'être présent avec vous parce que c'est un travail accompli avec un fort engagement et dans un cadre qui rejoint les dimensions des travaux menés par l'UNESCO et la Commission française. Alors, je voudrais faire quelques propos pour resituer les enjeux qui nous ont conduit effectivement à la Commission française à mettre en avant tous vos travaux et vos projets et revenir à l'idée d'amélioration humaine et à la situer dans le contexte sociopolitique et éthique aujourd'hui. Tout moment qui marque une transition profonde entre deux périodes historiques est porteur de promesses
sinon exagérées, du moins incertaines quant à leur réalisation. Et pourquoi en serait-il autrement du post-humanisme qui nous laisse entrevoir que l'ingérence des nouvelles technologies dans notre construction individuelle et nos modes de vie pourrait bien changer radicalement le monde et la nature humaine. Il faudrait donc nous préparer à ce dévoilement d'un monde nouveau, véritable apocalypse moderne. Mais comment y parvenir quand la désorientation que notre histoire récente nous fait subir empêche d'écrire un récit de notre avenir autrement qu'avec le préfixe « post ». Le XXe siècle a tué les idéologies dans la tourmente des guerres et a mis en exergue notre incapacité à élaborer de grands récits. Pourtant, transhumanisme et posthumanisme que mettent en avant de nouveaux gourous ne constituent-ils pas une quasi-idéologie, insidieuse parce qu'elle se présente non plus comme la mise en œuvre d'un projet idéologique, mais comme le fruit des développements de la science et la technique? N'y a-t-il pas alors les débuts d'une incitation forte, je dirais impérieuse, de construire à partir de ce constat un nouveau grand récit qui soit à nouveau capable de transformer une dystopie en utopie et que la production tant philosophique qu'éthique et juridique qu'elle pourrait contribuer. En effet, peut-on nier que le rôle que joue le droit dans l'appropriation des questions que l'essor des nouvelles technologies fait vivre dans nos sociétés ne soit un rôle majeur? À cet égard, le travail de la chaire Normandie pour la paix, que nous célébrons aujourd'hui, est en tout cas un démenti profond à cette crainte. La fulgurance avec laquelle l'intelligence artificielle s'est développée n'en fait plus une science-fiction, mais une réalité, et les juristes ont vite compris qu'il était nécessaire d'appréhender celle-ci, tant pour l'analyser que pour la réguler. Tel est également le sens de l'initiative que la Commission française pour l'UNESCO mène depuis 2018 autour des thèmes du transhumanisme et de l'intelligence artificielle. Lieu de convergence entre la communauté académique française et l'UNESCO, l'organisation du système des Nations Unies chargée de porter une réflexion et un programme pour répondre aux défis éthiques de la science et de la technologie, la Commission française se devait d'agir avec une démarche volontairement tournée vers le débat public afin que le partage des savoirs et des questionnements puisse apporter à chacun de nous et aux institutions internationales la contribution de la communauté française des sciences humaines et sociales. Faire prendre conscience, susciter des analyses, des hypothèses et en mesurer la validité à hauteur de nos connaissances et de nos arguments. Enfin, donner les outils, les décisions nécessaires à bâtir notre futur et poursuivre pour cela l'élaboration de valeurs sociales. Tel est l'objectif auquel nous devons continuer à travailler ensemble pour le bénéfice des générations présentes et futures. Et c'est donc avec un immense plaisir que je salue l'apport de la chaire Normandie pour la paix et en particulier l'énergie de ses responsables, de ses membres et de ses collaborateurs à mener ce combat de la réflexion pour l'action. Continuons avec elle à conjuguer raison et passion, ténacité et humilité, espoir et lucidité. Et à cet égard, la question de la médecine améliorative et non plus réparatrice mérite toute notre attention. Car ce qui est amélioration aujourd'hui sera peut-être demain considéré comme réparatrice au vu des usages que nous ferons alors de nos corps. Toutefois,
la recherche de la performance en soi n'a de sens, comme ce fut le cas par exemple à l'origine des Jeux olympiques, que si cette performance est un exemple, une démonstration des valeurs et des objectifs non seulement partagés, mais encore conformes à des principes et des valeurs éthiques. C'est en ce sens qu'en travaillant il y a désormais 3 décennies à l'élaboration de la Convention sur la biomédecine et les droits de l'homme, j'ai, avec les membres du comité directeur de bioéthique du Conseil de l'Europe, souhaité inscrire explicitement la médecine et ses progrès dans une perspective de respect des droits humains, et cela au plus haut degré, afin que ces pratiques se développent à l'aune des droits de l'homme et de ses valeurs. Je pense que l'action menée par la chaire, j'allais dire la chaire UNESCO, mais c'est le sens vers lequel nous souhaitons la porter, est un signe fort de ces liens entre les pratiques et les perspectives adressées pour que ces pratiques puissent susciter le débat sans empêcher les développements de la science et de la médecine, mais en les inscrivant dans une continuité du respect de l'homme, de son environnement et des générations futures. Je vous remercie, je salue encore chaleureusement les uns et les autres, et je suis heureux d'être depuis Ottawa parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Christian. Merci, Christian. Donc, on tient encore à vous remercier avec Émilie de votre soutien depuis le début de nos travaux. Donc pour tous les colloques organisés, les travaux en général. Et puis effectivement, il y a plusieurs éléments que vous avez dit qui nous frappent, notamment, et ça c'était très présent dans tous nos travaux, c'est notamment Daniel Lasserki qui avait beaucoup insisté dessus, sur le fait qu'on passe effectivement du thérapeutique à l'amélioratif et que ce qui est aujourd'hui amélioration, demain sera en fait de la simple réparation, enfin en tout cas perçu comme de la simple réparation. Donc on a une acceptabilité sociale croissante, effectivement, sur tous ces aspects. Et puis l'autre thème abordé, c'est effectivement la chaire UNESCO. Donc c'est sans doute peut-être l'avenir pour cette chaire. Donc ça permettrait effectivement de continuer tous les travaux qui sont menés dans les différentes lignes, dans ce cadre peut-être donc d'une chaire UNESCO, on l'espère effectivement, si Émilie a la force, le courage de continuer. On postulera. On a promis à Christian Vic. Alors donc je reviens à notre trilogie. Donc deuxième temps, le transanimalisme. Donc toujours cette idée qu'avec les technologies, on va pouvoir aller donc au-delà des limites biologiques naturelles, cette fois de l'animal. Donc animal qui va être augmenté, donc on va aller au-delà de ses capacités physiques normales. Alors là, bien sûr, la grande différence par rapport à l'humain augmenté, c'est que ce pauvre animal augmenté, si j'ose dire, il n'est pas tellement augmenté pour lui-même. Non, il est augmenté plutôt pour, bien sûr, satisfaire les besoins, les envies humaines, puisque nous sommes, malheureusement, en tout cas dans nos sociétés occidentales, puisqu'on a bien vu que c'est très différent, notamment auprès des peuples autochtones, dans un droit, une société et un droit donc qui est très anthropocentré. Donc si l'homme s'augmente, bien sûr, c'est pour son propre intérêt. En revanche, quand l'homme modifie l'animal, c'est toujours dans l'intérêt de l'homme. Donc là aussi, colloque toujours sous le haut patronage donc, de la Commission française de l'UNESCO, colloque toujours bien sûr international et pluridisciplinaire. Donc nous avions cette fois des juristes, mais aussi donc toujours des sociologues, des philosophes, historiens du droit également, sciences politiques, éthiques, et puis donc des biologistes, informaticiens, donc pour voir comment justement les animaux peuvent être modifiés dans l'intérêt des hommes. Donc là encore 4 temps dans ce colloque. D'abord l'animal augmenté, quelle vision sociétale, donc voir comment cela est perçu, donc effectivement dans l'histoire, la sociologie, la philosophie. Puis dans un deuxième temps, quel procédé pour quelle finalité, donc là on rentre dans le concret, concrètement.
comment est-ce qu'on augmente les animaux, voilà, qu'est-ce qui se pratique. Donc bien sûr, d'abord dans l'élevage, on le connaît tous, mais aussi des choses un petit peu plus originales, méduses augmentées, voilà. Et ensuite, troisième temps, quelle frontière avec l'humain, notamment lorsqu'on arrive sur les chimères, puisque vous le savez sans doute également depuis la réforme également bioéthique de 2021, il est possible, même en France, dans le cadre de la recherche uniquement, mais de réaliser des embryons désormais chimériques. Et donc on peut humaniser un animal. Donc, on va prendre un embryon animal en mettant donc des cellules humaines, c'est désormais autorisé. Seul l'inverse est encore interdit, donc on ne peut pas animaliser un embryon humain. Et puis, quatrième temps, quelle protection juridique? Donc la protection juridique pour ces animaux. Donc là, on est plus sur le droit des animaux. Ce colloque va donner lieu, là encore, à un ouvrage, toujours aux éditions Marie-Martin, et toujours apparaître tout début 2024, janvier-février. Je laisse la parole sur ce colloque à Aloïse Ken, notre collègue, qui est intervenue donc dans ce colloque et qui est donc une grande spécialiste du droit animal. Je te laisse la place. Et toutes les vidéos sont sur le site internet également. Vous pouvez revoir les interventions. Merci beaucoup, merci Amandine. Donc je vais quand même me présenter brièvement, même si j'aurai l'occasion de le faire tout à l'heure pour ma ligne de recherche, donc intitulée vers la reconnaissance de droits aux animaux. Donc je m'appelle Aloïse Ken, je suis membre junior de l'Institut universitaire de France et maître de conférences en droit privé à l'Université d'Évry-Paris-Saclay. Donc, par mon parcours, effectivement, je suis spécialiste de droit de la bioéthique et de droit animal, puisque je suis notamment la première lauréate à avoir reçu en 2014 le prix de droit de la part de la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences. Alors effectivement, j'ai eu le plaisir d'intervenir dans ce colloque sur le transanimalisme, donc ce qui nous permet aussi de croiser les lignes de recherche. Et durant ma communication, j'ai expliqué donc que le transanimalisme désigne un courant qui a pour objet de manipuler les animaux afin d'augmenter leurs capacités physiques ou cognitives. Et donc l'animal augmenté peut se définir comme un animal qui a été génétiquement modifié ou auquel ont été ajoutés des éléments humains, mécaniques ou électroniques. Et la difficulté repose sur le fait que ces pratiques sont essentiellement mises en œuvre, non pas dans l'objectif d'améliorer la condition animale, mais dans celui de servir les desiderata de l'homme. Et donc ma communication s'intitulait « L'animal augmenté entre droit de l'homme et droit de l'animal ». Parce que, justement, c'est là que réside la différence entre le transhumanisme et le transanimalisme, puisque si le transhumanisme répond aux désirs de ceux qui subissent la transformation, le transanimalisme, lui, permet à l'homme d'instrumentaliser l'animal en lui imposant une transformation. Donc une question essentielle se pose alors: l'homme a-t-il le droit de modifier ainsi d'autres espèces qui ne peuvent y consentir? Je suis en tout cas intimement convaincue que les droits de l'homme doivent être envisagés de manière globale, en interdépendance avec les autres êtres vivants. Je peux d'ailleurs citer une citation de Jean-Marie Coulon, qui est magistrat honoraire, très impliqué également dans le droit animal, qui a rappelé justement qu'il est souvent argué à tort une forme de rivalité entre les droits de l'homme et les droits de l'animal. Il explique qu'après une longue histoire, les droits déjà proclamés ou adoptés et les droits en devenir s'entrecroisent dans le cheminement de la pensée éthique. L'on sait bien qu'il existe des critiques réclamant de se préoccuper davantage et d'abord des souffrances humaines et des droits de l'homme avant de réclamer des droits pour les animaux. Cet argument est basé sur la prémisse que la souffrance humaine a une importance plus grande que la souffrance animale. Le fait que les humains puissent ressentir des souffrances particulières n'exclut pas que l'on doive éliminer toute forme de souffrance évitable. Au contraire, le ressenti de la douleur par l'homme devrait le conduire à concevoir que l'animal peut lui aussi avoir ce type de sensation. Les souffrances ne se comparent pas, elles s'ajoutent et se nourrissent souvent aux mêmes sources.
Alors il convient donc de mettre en place un régime protecteur de l'animal face à ces sélections, à ces manipulations génétiques et corporelles. Et le droit de la bioéthique est, selon moi, le mieux à même de répondre à cette nécessité. En ce sens, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme de l'UNESCO, adoptée le 19 octobre 2005, affirme dans son préambule que les êtres humains font partie intégrante de la biosphère et qu'ils ont un rôle important à jouer en se protégeant les uns les autres et en protégeant les autres formes de vie, en particulier les animaux. C'est en ce sens que le cancérologue Van Rensselaer-Potter l'envisageait lorsqu'il a utilisé ce terme pour la première fois en 1971 dans son ouvrage Bioethics, Bridge to the Future. Et selon lui, le domaine de la bioéthique devait englober toutes les dimensions concourant à la survie de l'espèce humaine et de la planète, avec l'écologie, la vie animale, le bien-être de l'humanité. Et donc la bioéthique ne doit pas être réservée à la vie humaine. La bioéthique, c'est l'éthique appliquée au vivant ou l'éthique commandée par la vie. À ce titre, il est intéressant de signaler une tribune publiée dans Le Monde en juillet 2019 par un collectif d'universitaires et de scientifiques qui était intitulé « Peut-on soulever des problèmes bioéthiques et oublier les animaux ?» Alors, après avoir rappelé l'alinéa 3 de l'article 16-4 du Code civil, lequel prévoyait, avant la 3e révision des lois de bioéthique, que sans préjudice des recherches tendant à la préservation et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée au caractère génétique dans le but de modifier la descendance de la personne, cette tribune alertait à juste titre sur le fait que toutes ces procédures qui sont interdites chez l'homme sont mises en œuvre chez l'animal. Depuis de nombreuses années chez la souris ou le rat, ainsi que chez le chien, et plus récemment au Japon ou en Chine, chez le primate non humain. Chez ce dernier, l'un des objectifs affichés des chercheurs est de créer des lignées de primates porteurs d'un gène pathogène afin de disposer d'un modèle animal plus proche de nous que la souris sur le plan physiologique, anatomique et génétique. Et les chercheurs prennent soin de souligner que cette orientation pose un problème éthique dans la mesure où cela conduit à faire naître des êtres sensibles et intelligents proche de nous d'un point de vue phylogénétique, avec un phénotype très altéré qui les fait souffrir. Pourtant, il est particulièrement cruel de créer des animaux atteints de maladies graves seulement dans le but potentiel d'améliorer la compréhension des maladies humaines. Alors, il a été proposé de créer un chapitre dans la future loi de bioéthique indiquant les limites à ne pas transgresser dans l'utilisation des animaux à des fins de recherche médicale. Effectivement, peut-on soulever des problèmes de bioéthique et même parler d'éthique quand on crée des animaux malades à des fins de recherche ? Alors j'en terminerai par là. Si l'animal a commencé à intégrer doucement le droit de la bioéthique par la loi du 2 août 2021, ce n'est pas dans un objectif de protection, mais par le biais de l'autorisation de création d'embryons chimériques obtenus par transplantation de cellules humaines dans des embryons animaux. Alors s'il y aurait beaucoup à dire à ce sujet également, en tout cas j'appelle de mes vœux que le droit de la bioéthique se saisisse de l'ensemble des manipulations génétiques et corporelles appliquées à l'animal en tenant compte du respect de l'animal et de sa valeur intrinsèque. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Aloïse.
Donc effectivement, le colloque Transanimalisme présentait le grand intérêt d'être au croisement effectivement de nos lignes de recherche où on voit, ça rejoint tout à fait ce que tu disais, qu'on ne peut pas penser le vivant humain sans penser aussi le vivant qui l'entoure, notamment les animaux. Et donc la troisième étape de la réflexion, c'est d'aller encore au-delà. Donc troisième colloque, Transterre cette fois. Donc toujours l'idée que les évolutions technoscientifiques permettent désormais d'aller au-delà des limites de la Terre elle-même, notamment donc avec tout ce qui relève de la géo-ingénierie. Donc un colloque qui a eu lieu tout récemment en juin 2023, donc toujours colloque bien sûr international et interdisciplinaire, avec 3 tables rondes cette fois qui se sont succédées. Tout d'abord, regard croisé sur la Transterre, la Terre transformée par la géo-ingénierie, donc pour voir justement en pratique de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'on transforme. Puis, dans un deuxième temps, la Terre, la Transterre appréhendée par le droit international, donc quelles sont les règles qui existent. Et enfin, de manière plus prospective, un troisième temps, la Transterre, quel droit imaginer pour protéger quand même donc la Terre qui nous entoure. Je vais laisser la parole à Émilie Gaillard qui va vous en dire un peu plus sur ce colloque. Alors, c'est un colloque pour lequel on était très engagés pour l'organiser. Il faut savoir que dans l'actualité internationale, postérieurement à l'organisation de ce colloque, la Commission de droit international de l'ONU vient de rendre un rapport dans lequel elle alerte sur le fait que la géo-ingénierie porte atteinte aux droits fondamentaux. Et donc, il y a à l'heure actuelle une réflexion d'envergure mondiale sur la géo-ingénierie. Donc, nous avons sur le site internet toutes les vidéos. Donc là, ici, vous avez des sommités qui sont intervenues dans ce colloque, notamment Clive Hamilton, sur les réflexions historiques, comment on est arrivé à cette Transterre, à modifier à très grande échelle les grands équilibres écologiques de la Terre, puisqu'il s'agit vraiment de changer les grands équilibres, que ce soit par les airs, par les mers. Donc Lily Fur, qui est intervenue pour le nom du Centre international du droit de l'environnement, elle est directrice du service de recherche et donc de plaidoyer contre la géo-ingénierie pour protéger nos droits. Nous avons eu un exemple très concret par rapport à la gouvernance internationale du climat et la question de l'atmosphère. Sur le droit international, à nouveau, nous avons eu l'immense honneur d'inviter des sommités comme José Juste Ruiz, qui est la personnalité qui m'a alerté le premier en 2016 sur la géo-ingénierie, puisqu'il a assisté à une conférence internationale et le verrou juridique qui permettait de protéger nos mers et nos océans contre la géo-ingénierie, il l'a vu se faire tout simplement effacer. Et il s'est dit, mais c'est incroyable, on va aller vers la géo-ingénierie. Il y a des défis politiques et de gouvernance, puisque beaucoup de choses sont faites sans que les citoyens en soient informés, sans qu'il n'y ait de débat public. Donc la question de la démocratie écologique à l'ère des changements globaux liés à la géo-ingénierie pose question. Et nous avons eu l'honneur d'entendre d'autres collègues, notamment sur la question des peuples autochtones, puisque les peuples autochtones aussi se mobilisent sur cette question de la géo-ingénierie, qui est bien souvent déformée. Hein. C'est comme quand on s'est lancé, il faut savoir qu'avec cette charte d'excellence Normandie pour la paix, sur cette ligne bioéthique, et je me remercie beaucoup Amandine Caillol et Bénédicte Bévière-Boyer, parce que ce sont des lignes où on est en dehors des zones de confort dans les recherches classiques et traditionnelles en droit. On ne fait pas une recherche sur le divorce, on ne fait pas une recherche sur certaines clauses en période de redressement judiciaire, avec tout le respect que j'ai pour ces colloques-là. C'est juste que nous sommes hors cadre, et en étant hors cadre, il est vrai qu'au début, on a essuyé aussi beaucoup de soupçons, soit parce qu'on était transhumaniste, parce qu'on travaillait sur transhumanisme, et sur la géo-ingénierie. C'est pour ça qu'on a été obligé aussi d'élever le niveau au niveau international, et que les collègues qui prennent la parole ont tous accepté, hein, notamment Christina Voigt, qui est la présidente de la Commission internationale de droit de l'environnement de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Ils ont tous accepté parce que cette confiance scientifique dans la charte d'excellence Normandie pour la paix, nous l'avons créée depuis plusieurs années. Donc même en dehors des zones de confort de droit, ces personnalités du monde juridique nous font confiance, et on peut dire aussi du monde judiciaire, j'en parlerai demain.
Et donc, parallèlement à ce cycle de 3 colloques, nous avons aussi réalisé donc un 4e colloque, cette fois donc sur les enjeux environnementaux de l'IA au regard du droit des générations futures. Donc, colloque qui avait été donc toujours organisé donc par Bénédicte Bévière-Boyer, Émilie Gaillard et moi-même, mais aussi cette fois par Christian Bic, et donc colloque qui était bien sûr toujours sous le haut patronage de la Commission française de l'UNESCO. Donc, c'était toujours donc un colloque interdisciplinaire, donc des juristes, mais aussi des spécialistes en éthique, philosophie, sociologie, colloque international, bien entendu, avec 5 temps forts. Premier temps, penser le transhumanisme et l'IA par une éthique environnementale. Deuxième temps, appréhender la réalité et les enjeux de la dimension environnementale de l'IA pour les générations futures. Troisième temps, penser le transhumanisme par la déclaration de droits transcendantaux de générations futures. Quatrième temps, quelle IA pour les générations futures? Et enfin, 5e temps, quelle responsabilité et sobriété pour l'environnement et les générations futures à l'ère de l'IA. Donc là encore, les actes de ce colloque donneront lieu prochainement à publication. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de cette ligne. Je ne sais pas si, Émilie, tu veux ajouter quelque chose? Sur le site internet, toutes les vidéos ne sont pas encore disponibles, donc il y aura une petite mise à jour à faire. Je ne trouve qu'une seule vidéo. Mais dans le cadre de ce colloque sur les conséquences environnementales de l'intelligence artificielle, ce qu'on a cherché à donner à voir, c'est que c'est aussi un fantasme, la ville connectée ou le tout robot ou cette course-poursuite à encore plus de technologie, c'est une autre forme de colonisation, tant de l'environnement que de l'avenir. Et c'est une grande alerte, en fait, parce que ça va avec son lot d'industries extractives, que ce soit au lithium, que ce soit au Chili, que ce soit dans des terres aussi qui appartiennent à des peuples autochtones. Et donc, ce dernier temps fort, intelligence artificielle et dimension environnementale, c'est quelque chose qui est souvent un angle mort. Mais là, de plus en plus, s'ouvrent des discussions à ce sujet. Je pense qu'on a fait tout le tour de cette ligne. J'avais prévu encore 3/4 d'heure de plus, donc c'est bien, on avance. On est largement dans les temps, mais je pense qu'on a largement développé la question. On peut peut-être ouvrir un temps de questions-réponses s'il y a des réactions, notamment à ce que ça apporte, ce qu'on avait entendu ce matin par Leslie Clou par rapport à l'harmonie. On est dans la disharmonie technologique avancée. C'est d'une violence inouïe, en fait. Et souvent, les personnes qui sont derrière ces projets-là, ce sont des hommes blancs, avec des personnes qui ont beaucoup de financement, beaucoup d'argent et qui n'ont absolument aucune dimension de responsabilité vis-à-vis du vivant. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que être environnementaliste, c'est une chose, mais être environnementaliste sans intégrer la dimension de bioéthique, c'est presque un pari perdu parce que ça va encore plus loin dans la colonisation de notre terre, de notre environnement. C'est toujours la perpétuation d'un esprit colonialiste. Et si nous en sommes à une période de crise environnementale, polycrise d'ailleurs, c'est précisément parce qu'on n'a pas décolonisé nos esprits, on n'a pas décolonisé nos institutions. Et tous ces combats, on voit, ils sont tous liés les uns aux autres. C'est vraiment la question du rapport aux limites, en fait, à chaque fois. Vouloir dépasser sans cesse les limites et une sorte de foi aveugle dans les technologies qui permettrait d'améliorer sans cesse, alors qu'on peut au contraire se demander si en franchissant les limites, on n'est pas en train de détruire justement ce qui nous entoure, voire nous-mêmes, avec le transhumanisme, si on va jusqu'au bout de ces idées. Donc l'objectif, c'était vraiment effectivement de rendre visibles ces questionnements, sans forcément avoir de réponse, sur des sujets qui, en tout cas quand on a commencé à travailler dessus, étaient quand même émergents et effectivement assez invisibles. Voilà, le transhumanisme, peu de gens à l'époque en avaient entendu parler, en tout cas chez les juristes, et ça semblait vraiment très fantaisiste. Non, c'est un vrai sujet dont il faut s'emparer. Transanimalisme, c'est la même chose. Effectivement, on s'intéresse, à part quelques personnes qui vont défendre les animaux, mais de manière générale, il n'y a pas une prise de conscience chez les juristes incroyable sur le fait que prendre en compte les droits des animaux, c'est aussi lié à notre bien-être à nous. Et Transterre,
c'est la même chose. Effectivement, aller au-delà des limites de la planète, eh ben, ça a des impacts, bien entendu, sur notre possibilité à continuer à y vivre par la suite. Et effectivement, les enjeux environnementaux de l'IA, c'est la même chose. L'IA, ça paraît quelque chose immatériel, donc ça paraît quelque chose de propre. Mais non, en fait, derrière, il y a énormément de conséquences environnementales avec ce développement du tout numérique. Donc là, c'était aussi l'objectif, voilà, à chaque fois, d'alerter la communauté des juristes et plus largement les citoyens sur ces questions qui sont des vrais enjeux de société dont on débat finalement assez peu. Voilà. Dominique, y a-t-il des questions en ligne ? Christine, tu veux réagir? Non? Donc, merci beaucoup. Je vais clore cette session. Donc, merci beaucoup, Leslie, pour les félicitations. C'est vrai que ça a été du travail de terrain, puisqu'on est allé aussi à la rencontre des transhumanistes. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un institut à Oxford sur le Future of Humanity, avec les mêmes thèmes que la chaire, sur les risques existentiels, mais ce sont des transhumanistes derrière. Et souvent, ce sont ces personnes-là qui sont consultées, y compris à l'ONU. Et en fait, en allant là-bas, on s'est rendu compte que c'était un reliquat d'une chaire privée, financée par une personne privée, et qui n'a absolument aucun lien avec l'université prestigieuse d'Oxford, autre que d'avoir ses locaux à Oxford. Donc c'est important de faire du terrain pour comprendre exactement qui est derrière quels instituts. Et moi, ce qui m'a frappé, donc, c'est, bon, on a été très bien accueillis par les transhumanistes, hein, mais c'était vraiment, on est sur des mondes complètement différents et des convictions extrêmement profondes qui rejoignent le politique également, et de très, très grands moyens aussi qui sont mis à l'œuvre. Donc un immense merci à Amandine Cayol, un immense merci à Bénédicte Bévière-Boyer qui ne peut pas se joindre à nous, mais qui a énormément travaillé, qui a également associé remarquablement le laboratoire de Paris 8, qui finance quasiment à 100% tous ces ouvrages. Donc c'est 3 ouvrages, une revue qui sera publiée dans la revue internationale de bioéthique dirigée par Christian Big pour intelligence artificielle et conséquences environnementales de l'IA, un rapport qui a été remarqué et également un premier ouvrage, Regard croisé sur le transhumanisme. Donc c'est vraiment une ligne qui a été extrêmement productive. Et à présent, sans plus attendre, je vais donner la parole à... Il y a qui d'autre ? À Louise Kahn, qui est surprise parce que en fait, je lui donne la parole 40 minutes avant. Mais vous allez voir comment tout est lié et tout se tient. Parce que là, on a parlé de bioéthique avec effectivement ce focus sur le transanimalisme. On l'a vu vraiment de manière holistique. Et Aloïse a tout de suite accepté avec enthousiasme d'animer la ligne droit des animaux. Et je vais vous laisser découvrir un nouvel univers et elle va venir avec ses publications. Nous sommes très fiers de son travail et nous sommes très fiers aussi, nous la félicitons pour sa nomination à l'Institut universitaire de France. Aloïse, tu as la parole.